Yaorana, nous sommes le 11 mai, voici les titres de votre journal. Le prêt à taux zéro et toutes les questions que vous vous posez. Quand sera-t-il appliqué? Quelles sont les conditions d'accès? Sur ce dossier de la rédaction, réaction en direct du patron des patrons, mais aussi sur l'actualité de la semaine, la vie chère et les taxes Trump. Entretien à suivre avec Steve Amblin. À l'approche du 13 mai, la Nouvelle-Calédonie dans l'actualité, cette date qui résonne un an après les émeutes. Toujours aucun accord et l'inquiétude qui grandit. Vous entendrez les témoignages de Polynésiens sur place. Et puis cette première médicale au centre hospitalier de Polynésie française. Objectif, traiter l'hypertension artérielle sévère, première cause de mortalité dans le monde. Opération inédite devant les caméras de TNTV. Et le dimanche, vous savez qu'on garde les bons réflexes. Tenue de sport exigée ce soir avec Oriano Tefao. Au menu, des muscles, de l'ovalie et du MMA. Trois lettres qui peuvent changer la vie des ménages les plus modestes. Le PTZ. Vous y avez certainement pensé, le prêt à taux zéro est sur la table des discussions entre le pays et les banques. D'abord annoncé en juillet, il devrait entrer en vigueur fin 2025. Oui, mais sous quels critères? Élément de réponse avec Thomas Chabrol et Esther Cuneo. Cette maison de 95 mètres carrés avec 3 chambres coûtera entre 30 et 33 millions de francs après 5 ans de location. Un bien qui pourrait être accessible ensuite grâce à un prêt à taux zéro. Ce promoteur et opérateur privé de logement social compte bâtir sur ce domaine de 12 hectares et demi à Taravao 71 maisons de ce type et 54 appartements. Ce projet immobilier de location-vente est destiné aux ménages sous conditions de revenus. Pour ce promoteur, le prêt à taux zéro permettra aux familles d'acquérir un bien dans ce type de parc de logement dit intermédiaire. Le PTZ va être un gros avantage, un gros boost pour l'accession à la propriété à des prix défiant toute concurrence et par la suite à l'aide aussi des banques qui financent actuellement le projet et qui vont financer les futurs acquéreurs. Les ménages éligibles au prêt à taux zéro devront respecter des plafonds de revenus. En l'état actuel du projet de loi du pays, pour une personne seule, le salaire ne doit pas dépasser 275 538 francs bruts, soit un peu plus d'une fois et demie le SMIC. Pour un couple sans enfant, le plafond est fixé à 510 884 francs, soit presque 3 fois le SMIC. Les revenus ne devront pas dépasser 3 fois et demi le SMIC pour un couple avec 3 enfants. Néanmoins, il s'agit pour le moment de critères qui ne sont pas encore arrêtés, puisque ces critères-là doivent être définis par le Conseil des ministres. Nous avons entendu un certain nombre de demandes de réévaluation de ces plafonds. Pourquoi pas? Je suis totalement ouvert à revaloriser ces plafonds. Le montant du prêt à taux zéro est fixé à 12 millions sur 25 ans. Et pour le financer, le pays a prévu une enveloppe de 400 millions de francs. De quoi en faire profiter à un peu plus de 1000 ménages jusqu'en 2028. Cumuler un prêt classique avec un taux d'intérêt de 3,5%, il sera possible par exemple pour une personne seule d'emprunter 18 millions de francs. Un couple pourra lui prétendre à 34 millions. Enfin, pour un ménage avec 4 enfants, le prêt peut atteindre un maximum d'environ 41 millions de francs. Mais à ce prix, difficile de trouver des biens dans le grand papé-été qui correspondent aux besoins des ménages modestes. Si les taux d'intérêt sont sur la pente descendante, les tarifs restent eux plus que jamais prohibitifs. Rien que pour un F2 avec une chambre, il faut compter en moyenne 32,4 millions de francs. C'est vrai que les prix de l'immobilier sont assez hauts, donc ça va être très compliqué pour des primo-accédants d'accéder à la propriété en bénéficiant du PTZ. Parce que en réalité, trouver un F2 actuellement à moins de 35 millions, c'est compliqué. Mais en même temps, ça va aussi concerner des familles dans les îles où le foncier est moins important, où le prix de l'immobilier est moins important. Donc c'est un très bon texte qui va viser, je pense, pas mal de personnes. Aux conditions de revenus s'ajoutent des conditions d'affectation. Le prêt à taux zéro doit aider à financer un logement, qu'il soit neuf ou ancien, mais à titre d'habitation principale. Le texte est actuellement à l'étude au CESEC. Et qui dit PTZ dit ménage, investissement, mais aussi entreprise. Le regard du président du MEDEF en direct sur TNTV. Yaorana, Steve Amblin, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le PTZ, une bonne idée pour les ménages les plus modestes, on l'a vu. Bonne idée aussi pour les entreprises?
Bonne idée pour les entreprises. Alors, les 3 banques de la place qui font partie du MEDEF avaient déjà signalé l'année dernière un ralentissement du volume des crédits immobiliers. Alors, on va y mentionner effectivement une hausse des prix de l'immobilier. Il y a aussi, ne pas oublier, la hausse des taux d'intérêt. Et donc, une solution avait été recherchée. On est allé regarder du côté de la Nouvelle-Calédonie où le PTZ était déjà en place. Et donc, on ne peut qu'applaudir aujourd'hui que le gouvernement, alors, initialement le ministre Dexter et puis maintenant le nouveau ministre du Logement, ait pu faire aboutir ces travaux. Donc, voilà. Alors, on attend effectivement à ce que le BTP en bénéficie. Alors, bien entendu, l'ensemble de la population. Très clairement. Le BTP en bénéficie, puis également tous les commerces de biens d'équipement. Quels seraient les risques pour les entreprises s'il fallait penser, par exemple, à une réforme du dispositif ? Quels seraient les risques? Alors, on n'en est pas aujourd'hui à essayer de réformer un dispositif qui n'a pas encore été lancé. Absolument, absolument. mais vous êtes gagnant sur toute la ligne, c'est ce que je veux dire. On essaie d'anticiper au maximum, effectivement. Alors, non, aujourd'hui, on ne peut qu'applaudir ce type de dispositif. Et si on en avait d'autres dans d'autres domaines, ce serait encore mieux. Alors, sans dire que certaines entreprises risquent d'en profiter, est-ce qu'on peut ce soir rassurer les ménages et dire que les grilles de tarifs vont rester à l'identique ? Les grilles de tarifs de... Eh bien, sur ce qui va se passer, sur l'immobilier, sur les entreprises, sur le BTP, sur les prestations. Est-ce que je peux garantir si les prix de l'immobilier vont être les mêmes demain? Absolument pas. En tout cas, sur les prestations, les entreprises, des artisans. J'ai pas le pouvoir non plus de garantir les prix que réalisent. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes dans une économie libre. Et ça, c'est important pour notre activité, notre économie. Il faut que les gens, les entrepreneurs puissent décider eux-mêmes des marges qu'ils appliquent. Et effectivement, on entend beaucoup de la part des autorités. On a parlé du colloque sur la vie chère. On va en parler, oui. On entend beaucoup, effectivement, ces messages qui nous disent qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle la vie est chère en Polynésie, c'est parce que les entrepreneurs feraient des marges excessives. Or, nous avons démontré par des chiffres, et c'est drôle parce que personne ne veut les entendre, que l'inflation a chuté de 8% à 1,6% en seulement 2 ans. Elle est toujours de 5% à l'international. Et il y a eu une seule baisse d'impôt de 1% de la taxe sociale. Donc, qui a fait ces efforts? Ce sont les entrepreneurs. Oui, Malheureusement, on ne veut pas nous écouter. Alors justement, on va entrer un peu plus précisément dans ce colloque sur la vie chère. Vous avez marqué par votre prise de position très claire, très transparente, dans un courrier. Un mois plus tard, est-ce qu'on est dans l'impasse ou est-ce qu'il y a eu concrètement des avancées? Alors nous continuons à travailler avec les ministres. Effectivement, je peux qu'applaudir la qualité des ministres que nous avons. Donc, au niveau des sujets techniques, l'ensemble des membres qui composent le MEDEF sont toujours sur le terrain et à discuter pour faire évoluer les choses et les secteurs. Ça veut dire que vous avez eu une suite à ce courrier? Ah non, là, ce courrier a concerné l'Assemblée, le président de l'Assemblée de Polynésie. Oui. En fait, nous, on n'a pas trouvé, au sein des 10 recommandations qui sont sorties du colloque, on n'a pas trouvé ne serait-ce qu'une seule recommandation forte pour faire baisser les prix. Il s'agit simplement aujourd'hui de remettre à plat et en question le fonctionnement. Qu'est-ce qui vous a chiffonné, Steve Amblin? Est-ce que c'est ce contrôle des entreprises? Oui, plus de contrôle, c'est-à-dire que Mais pourquoi finalement ne pas communiquer en toute transparence sur les coûts, sur les marges? Ça revient en gros à essayer de déterminer combien vous gagnez. Est-ce que vous communiquez dessus? Chaque entrepreneur va essayer effectivement de faire fonctionner cette société. Et puis les chiffres qui nous ont été présentés, ce sont des revenus bruts, parce que derrière, il faut payer des salaires. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on critique, c'est cette mainmise de l'administration, parce que demain, au sortir du colloque, on a essayé de nous faire comprendre qu'il fallait contrôler davantage les entreprises, de contrôler davantage les commerces. Donc, alors que vous voulez plutôt agir sur le cadre, c'est ça? Regardez partout ailleurs. Vous parlez d'investissement, notamment du droit du travail, c'est ce que vous dites. La libre concurrence, regardez partout ailleurs dans le monde. Une économie qui se développe repose sur la libre concurrence. Et aujourd'hui, malheureusement, nous nous dirigeons vers une administration géante. Et ça, c'est dangereux. Steve Amblin, vous vous êtes aussi déjà exprimé suite aux taxes annoncées par Donald Trump. Votre constat est sans appel. Vous parlez de crise mondiale. Vous voulez une cellule de crise, concrètement. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Alors, déjà, je n'ai pas de boule de cristal. Le MEDEF non plus.
Par contre, nous suivons des indicateurs depuis plus d'un an et malheureusement, chaque matin vient confirmer nos prévisions. Alors, on avait espéré que le président Trump puisse ralentir effectivement les échéances. On constate tout simplement aujourd'hui, après 100 jours de son investiture, qu'il a empiré la situation. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, parce que j'ai vécu en tant que ministre du Tourisme en 2009, j'ai vécu le lendemain de la récession de la crise des subprimes de 2008, et à cette époque, tous nos hôtels étaient à vendre. Donc, dont il faut faire attention, c'est que lorsque, et le marché américain touristique est très sensible, lorsque la panique arrive, ce sont des centaines et des milliers d'annulations qui sont faites dans nos hôtels, sachant que nos hôtels, ce sont les chevaux de course de notre économie. Donc si eux, demain, vont mal, c'est toute l'économie qui ira mal. On aurait simplement souhaité, on attend toujours que le pays, alors ils sont très occupés, mais nous aussi, que le pays accepte qu'on puisse clairement en discuter avec tout le monde, avec éventuellement tous les chefs de file politiques et pourquoi pas également les syndicats des salariés. C'est clair. Autre point à évoquer dans l'actualité, ce sera le dernier, la TVA à 1% dans les archipels. Comment c'est perçu ça par les entreprises ? Alors, c'est surtout l'application qui va être compliquée. Effectivement, on ne peut que applaudir le principe qui consiste à essayer de trouver une solution pour que les îles payent moins en tout cas, et des prix moindres et moins élevés au vu du fret qu'ils doivent encaisser et régler. Maintenant, la problématique, c'est comment vous faites appliquer ça. Et c'est de cette administration envahissante dont nous parlons et qui aujourd'hui que nous craignons, parce que ça supposera de faire plus de contrôle dans les îles, ça supposera de donner plus de moyens à l'administration, ça supposera donc d'augmenter les dépenses publiques et donc peut-être demain d'augmenter les taxes. Donc ça vient pas. Encore des questionnements à votre niveau. Donc il y a beaucoup de travail à réaliser effectivement pour éclaircir certaines choses. Merci Steve Ambline d'avoir été notre invité ce soir. Et restez avec nous, vous qui avez été conseiller en tourisme en Nouvelle-Calédonie. Ce qui va suivre va vous intéresser car ce 13 mai qui arrive est particulier. C'est la date anniversaire des émeutes. C'était il y a un an. À l'origine, une réforme du droit de vote local. Aujourd'hui, on parle d'échec des négociations et d'une impasse malgré 3 déplacements du ministre Valls. Un climat tendu qui a nécessité un dispositif de sécurité inédit, contexte qui inquiète les Polynésiens sur place. Témoignage recueilli par Liora Boudik. Ces images datent du 13 mai 2024. Des violences qui ne s'étaient pas produites depuis la période trouble de 1984 à 1988, marquée par une quasi-guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Si les tensions ont toujours subsisté, peut imaginer un tel retour des émeutes. Oh, pas facile, hein. C'était très mal vécu en fait. J'étais seule en plus, donc mon mari était sur la métropole. Heureusement, j'ai quand même des voisins qui nous ont beaucoup, qui ont été vigilants, donc ça m'a quand même réconforté. Mais bon, j'ai assez mal vécu. À l'approche d'un an, la CCAT appelle les militants au calme et à la mesure. Du côté de l'État, le dispositif de sécurité n'est pas lésé. 2600 policiers, gendarmes et unités d'élite sont mobilisés. Un seul mot d'ordre, tolérance zéro. Moi, ce qui me ferait peur, c'est ce qui pourrait déclencher de fortes mobilisations. Ce week-end, le commissaire, une opération, une démonstration de force, ça peut être pris comme de la provocation. D'aller un an après sur des lieux qui ont... Il y a quand même des gosses qui ont perdu des vies. Et pour aller dire, cette année on est prêt, je pense pas que ce soit nécessaire. Pas nécessaire pour certains, mais rassurant pour d'autres. À quelques jours du 13 mai, le sentiment d'insécurité est bien présent. Nous nous sommes rassemblés avec quelques personnes du voisinage, du quartier, discutant du 13 mai prochain qui allait arriver. Pour beaucoup de familles dans le quartier, c'était beaucoup de peur encore, peur pour les enfants, peur pour le restant des entreprises qui vivent encore aujourd'hui, peur de perdre leur emploi. Un sentiment renforcé par les séquelles encore visibles des violences de l'an dernier. 800 entreprises détruites et des projets communautaires mis à l'arrêt. Parmi eux, le Whare Maui, un lieu de rassemblement pour les Polynésiens initialement prévu pour 2027. Un projet aujourd'hui gelé, les subventions ayant été réaffectées au soutien des entreprises sinistrées. Nous demandons tout simplement au gouvernement de ne pas nous oublier, mais d'entrer en contact avec la communauté polynésienne pour pouvoir faire monter une structure avec l'aide du gouvernement
pour la communauté polynésienne, justement, pour ce genre d'événement, pour que nous puissions nous rassembler. La communauté polynésienne a lancé son appel, celui d'être entendue et de pouvoir avancer malgré un contexte tendu. Un 13 mai assorti de mesures prises par le Haut Commissariat sur place. Rassemblement dans le Grand Nouméa et vente d'alcool sont interdits sur l'ensemble du territoire jusqu'au 15 mai. À présent, les yeux tournés vers le ciel avec les marquises sous les fortes pluies. Tout l'archipel est touché. Ces images de Nukuiva, vous allez le voir, où les intempéries n'ont pas cessé depuis hier soir et se sont même intensifiées avec des orages. Éboulements constatés et cours d'eau gonflés. Des vols n'ont pu atterrir. Plus d'une cinquantaine de marathoniens de samedi attendent leur vol retour vers Tahiti. Et on l'a appris juste avant ce journal. Appel à la prudence du maire de Nukuiva qui restreint les zones de circulation en raison de glissements de terrain et de crues subies. Je vous le disais en titre, vous allez maintenant assister à une première médicale au centre hospitalier de Polynésie française. Le terme est technique, on parle de dénervation rénale. En clair, il s'agit de traiter l'hypertension artérielle sévère. Ce n'est ni plus ni moins que la première cause de mortalité dans le monde. Reportage inédit signé Nicolas Pérez. L'hypertension touche 40% des Polynésiens. Cette maladie chronique est souvent liée à l'obésité et au manque d'activité physique. On a beaucoup d'hypertension sur le territoire, c'est un fléau et donc on a certains patients qui sont extrêmement résistants au traitement malgré un traitement assez lourd. On a du mal à bien équilibrer leur chiffre tensionnel, donc ça c'est une technique supplémentaire qui va pouvoir les stabiliser. L'hypertension est une maladie, on ne se sent pas trop malade mais c'est une maladie qui reste grave. On dit souvent que c'est une tueuse silencieuse. Pour traiter ces patients les plus à risque, le CHPF a ainsi réalisé pour la première fois sur le territoire une nouvelle technique médicale, la dénervation rénale. Cette intervention d'1h30 réduit l'activité électrique des nerfs rénaux. On va juste déconnecter l'innervation du rein et cette innervation, elle n'engendre uniquement qu'une sécrétion hormonale qui vise à augmenter les chiffres tensionnels. Donc il n'y a pas de caractère délétère. Il y a clairement des études de sécurité qui maintenant ont plus de 10 ans de recul. Donc il y a une innocuité à dénerver les artères du rein. L'hypertension artérielle est à l'origine d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde ou de lésions rénales. Cette technique s'adresse aux patients les plus à risque. Ça fait depuis un peu plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. On a pu sélectionner 4-5 malades à qui on a fait des examens pour s'assurer qu'ils pouvaient justifier de la technique. En gros, ce n'est pas tous les malades hypertendus qui peuvent bénéficier de ce type d'intervention. Ça justifie vraiment plusieurs étapes préalables, notamment une hypertension artérielle sévère et résistante à au moins 3 à 4 médicaments. 5 patients ont déjà profité de cette première sur le Fénois. Selon l'hôpital, plus de 5000 Polynésiens pourraient être concernés par cette technique médicale. À présent, direction Papara et les paillettes de l'élection de Miss et Mister Papara. Un grand retour après 6 ans d'absence. Un défi pour les 10 prétendants au titre qui ont dû se prêter au jeu des défilés et des questions orales. Félicitations aux 2 nouveaux ambassadeurs de Papara, Teo Merechan et Rohan Atou. Et restons sur scène, cette fois pour les Tiare Music Awards, une 2e édition qui a animé hier soir la brasserie Hoa. C'est le seul événement qui distingue les talents du Fénois avec Papéo qui a été primé et No Rei, meilleur artiste masculin. Retour sur cette soirée, comme si vous y étiez, avec Nicolas Pongeant. Ce samedi 10 mai 2025, la 2e édition des Tiare Music Awards a célébré le meilleur de la scène polynésienne. Le concept même du Tiare Music Awards est inspiré des Grammy Awards qu'on connaît, des victoires de la musique en France. Et donc c'est le seul événement qui récompense les artistes locaux, et pas que les artistes, les réalisateurs, les gens qu'on ne voit pas forcément devant de la scène. Donc c'est vraiment un concept génial pour le développement de la musique et de l'industrie de la musique, la petite industrie de la musique qu'il y a en Polynésie.
Cette année encore, les artistes du Fénois se retrouvent pour partager leur passion commune de la musique, dans une ambiance portée par la richesse et la diversité des styles. D'avoir été nominé ce soir, d'abord ça a été une surprise pour nous et voilà, ça ouvre la porte à d'autres groupes comme nous, un peu underground, de se faire connaître, d'être sous les projecteurs un peu de temps en temps. Une soirée réussie qui prouve que la musique polynésienne s'est évoluée avec son époque, sans jamais perdre son âme. Les Tiare Music Awards, plus qu'un événement, un hommage vibrant à l'identité culturelle du Fénois. C'est l'heure de votre journal des sports avec un agenda bien fourni ce week-end, Orliano. Et oui, et comme d'habitude, c'est parti pour un condensé de l'actualité sportive et c'est maintenant. Un public conquis, une carte de combat relevée et une redoutable équipe australienne, le 4e Tahiti Fighting Championship a tenu toutes ses promesses hier soir dans la salle de Fatawa. Et oui, au programme 14 affrontements, dont 10 combats internationaux, 4 duels professionnels et 4 ceintures en jeu. Retour sur les temps forts de cet événement. La soirée débute mal pour les Tahitiens avec une série de défaites face à une solide équipe australienne. Les invités enchaînent 6 victoires avant la limite. Il a tapé. Il aura fallu attendre le 9e combat amateur pour voir le premier représentant tahitien lever le point de la victoire. Mweho Dimier s'impose par décision des juges face à Max Sidney. El Pistolero remporte ainsi la ceinture des champions amateurs des moins de 70 kilos. Un peu compliqué, mais ouais, je pense l'avoir mieux touché qu'il m'a touché. Et sa lutte n'a pas vraiment été effective. Mais ça a bloqué un peu le jeu. J'aurais voulu vous donner un peu plus de spectacle, mais pour donner une belle danse, il faut être deux. Et il n'a pas voulu danser ce soir. Une deuxième ceinture tahitienne est décrochée par le combattant de Taha'a, Michael Emery, dans la catégorie des moins de 61 kg. Il bat Demiel Batou par décision unanime. L'heure est maintenant au combat pro avec des rencontres de 3 rounds de 5 minutes. Tehanhana Bernardino obtient sa première victoire professionnelle en dominant nettement la Mexicaine Jocelyn Fuller. Dans ma tête, franchement, j'étais focus, fallait que je gagne parce que je suis restée sur 2 défaites en pro. Et je voulais absolument ma victoire ce soir, sinon je crois que c'est bon, j'arrête l'entraînement. Non, je déconne. Et voilà, on entend dans le... Autre habitué de la cage, Teiki Nauta ne laisse aucune chance à son adversaire David Watts. Il le soumet par étranglement arrière dans le premier round. Enfin, dans le combat phare de la soirée, avec une ceinture en jeu chez les professionnels, le boxeur tahitien Jean-Louis Albertini est dominé au sol par l'Australien Maximilian Williams et doit s'incliner au terme des 3 rounds. L'organisateur de la soirée a réussi son pari avec cette 4e TFC, remplir la salle de Fatawa en proposant des combats internationaux de haut niveau. Et je dis qu'ici on a fait le tour, c'est-à-dire que tout le monde s'est déjà rencontré, du coup on est obligé de faire venir des gars de l'extérieur pour que notre niveau ici il évolue. Et que nos jeunes soient conscients en fait, du travail à faire. Les entraîneurs tahitiens tirant sûrement des enseignements de cette confrontation face à l'équipe australienne en inspirant une revanche de Noah Ito lors du prochain TFC. Et les amateurs de bodybuilding et de culturisme avaient rendez-vous hier dans un hôtel de Fa'a pour l'IFBB Open de Polynésie. Et oui, une vingtaine de compétiteurs engagés dans les 13 catégories proposées. En men's physique, Marurei Raoul, qui voulait défendre son titre, s'est imposé. Et du côté des dames, Christine Tahi l'emporte en bikini fitness. Résumé de la soirée avec Désiré Taïvado. De l'esthétisme, de la qualité musculaire et de l'aisance sur scène. Autant de critères que les juges recherchent chez les athlètes. En men's physique, le tenant du titre Marurei Raoul tient son rang. Victorieux d'une compétition IFBB au mois de mars, il s'impose en Open et en toute catégorie pour sa dernière compétition en amateur. J'avais déjà ma 4 Pro que j'ai ramenée d'Australie. Et ben là, c'est juste donner ma réponse pour voir si je l'accepte ou pas. J'ai 1 an de réflexion, ce qui m'a permis de participer à la compétition amateur d'aujourd'hui et de la remporter. J'ai réussi à défendre mon titre comme c'était prévu. Le level y était, c'est surtout pour forcer les jeunes à se lancer dans la discipline et voilà, donner le meilleur d'eux-mêmes. Chez les dames en bikini fitness, Christine Tahi se démarque de ses concurrentes et l'emporte en toute catégorie. Pour me préparer à cette compétition, ça m'a mis 3 mois où j'ai fait plus de cardio, 1 heure à 1 heure et demie de cardio par jour et puis j'ai serré au niveau de l'alimentation. C'est un challenge personnel plus,
Et quand tu as du soutien derrière, tu es sûr de donner le meilleur de toi-même, oui, sur scène. Grosse ambiance pour la catégorie des Women Fit Model, une catégorie présentée comme étant plus accessible et aussi moins contraignante que le bikini fitness. L'occasion donc pour certaines athlètes de franchir le pas et de se présenter sur scène. Pour sa première participation, Charlène Robson-Picard l'emporte en toute catégorie et s'offre au passage un joli cadeau d'anniversaire. C'est un cadeau à moi-même. Demain, c'est mon anniversaire. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi why not, hein, allons-y. Donc voilà. C'est vraiment accessible à tout le monde. J'avais repris la salle, en novembre 2024. Pour vous dire, en 4 mois, on peut faire pas mal de choses. Et je tiens à préciser, je n'ai jamais autant mangé de ma vie. Certes, on nous retire le sucre et le gras, mais à Tahiti, on est riche. On a le taro, on a le fafarou, on a les taroua, on a tout ce qu'il faut. Le prochain rendez-vous de l'IFBB est prévu le 27 septembre à Fa'a avec le Temoemoe Bikini Fitness Show. Et le 12e Rotirare Festival s'est tenu entre jeudi et samedi sur la plage de Taharu à Papara. Au programme du bras de fer, du beach wrestling et du beach soccer. Et hier, pour les phases finales du tournoi de beach soccer, les Tiki Toa se sont même invités à la fête. Désiré Teivao s'est rendu sur place. À peine rentré des Seychelles et de la Coupe du Monde de beach soccer, Herowari Salem, Heimaru Terorotua et Teave Teamotuaitau se sont offerts une petite parenthèse au Rotirare Festival. Dans cette petite finale, chaque Tikitoa renforce une équipe. Les Tikitama pour Herowari et les Makaha pour Heimaru et Teave. L'histoire retiendra que les Makaha se sont imposés 5-4, mais l'essentiel était avant tout de se faire plaisir. Content déjà de revenir, hein? Bon, on est un peu déçu quand même du résultat, mais voilà, on tourne la page. Après aujourd'hui, on est venu pour s'amuser. Hein? On se retrouve encore avec certains joueurs. Voilà, on prend du plaisir. Hein? Après, voilà, c'était que du fun. Et puis voilà, le meilleur gagne. Hein? Au beach wrestling, Kaha Peretti est venu se faire plaisir aussi. Le spécialiste du MMA remporte le tournoi en dominant tous ses combats. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de plan, hein. C'était juste pour le fun, juste pour s'amuser. C'est pas tout le temps qu'il y a des activités à Taharu, donc quand il y en a, c'est super intéressant. Surtout pour les boys qui habitent à côté et qui n'ont pas autre chose à faire. C'est toujours plaisant de devoir apprendre de nouveaux sports. Hein. Après, tu t'enrichis et puis voilà, c'est bien pour la culture, quoi. Si la participation des athlètes a été plus timide cette année, le comité organisateur du Rotirare Festival ne compte pas lâcher l'événement pour autant. Une nouvelle édition du festival devrait être organisée en 2027. L'Open de FIP a accueilli pas moins de 80 joueurs sur le parcours de golf d'Atimaono à Papara. 2 compétitions étaient proposées sur 4 jours, les Masters et Challenger Tour. 2 tournois clés du circuit local puisque l'événement compte pour le championnat polynésien et sert de test pour les Jeux du Pacifique 2027. Le résumé. En format stroke play, chaque coup compte et la moindre erreur peut coûter cher. Le joueur qui termine le parcours avec le moins de coups remporte la partie. Sur 4 jours de compétition, c'est un véritable test de résistance mentale pour les golfeurs polynésiens. On sait qu'un parcours de golf, c'est 18 trous, ça dure à peu près 4h, 4h30 grosso modo, et sur ces 4h30, on joue à peu près 15 minutes. Donc le reste, on marche, on réfléchit, on pense on a des pensées négatives, des pensées positives, donc c'est important d'être préparé mentalement aussi, quoi. Le niveau est là, hein. C'est assez surprenant, parce que d'habitude, on n'a pas l'habitude d'avoir des joueurs qui tiennent aussi bien la route. Le niveau a augmenté, donc du coup, tant mieux. Les têtes d'affiche sont au rendez-vous, observées de près par les encadrants de la fédération. Tao Plazani de l'AS Moorea se distingue avec un score de -2 lors de la première journée. Très bien, hier j'ai très bien joué au golf. Et aujourd'hui un peu plus compliqué sur quelques trous, mais sinon dans l'ensemble on essaie de garder la même chose que d'habitude et continuer à jouer au golf. Même motivation pour Teimana Argus, représentant du club organisateur. C'est beaucoup de mental parce qu'il y a forcément une journée où certains vont faire une très mauvaise carte et sur autant de jours, un coup ça compte beaucoup. Ça veut dire que même si tu joues très mal, il faut toujours faire tout ce qu'on peut après pour rentrer les putts, s'appliquer sur chaque coup. À la fois précise et imperturbable, Raro domine le classement féminin. Hier, j'ai mal commencé, mais j'ai bien terminé. Et aujourd'hui, là, on est au trou 11. Ça va, ça se passe bien. Mais au-delà du trophée, c'est déjà une répétition grandeur nature. Tous les joueurs ont les Jeux du Pacifique de 2027 en ligne de mire.
Et samedi, les jeunes rugbymen de la catégorie U12 se sont retrouvés sur la pelouse du stade Oremou à Fa'a pour une matinée de rencontres intenses. Une belle opportunité pour ces jeunes passionnés de se mesurer les uns aux autres sur le terrain. Yora Bouni qui nous plonge dans l'ambiance de cet événement sportif. Regardez. Plaquage, vitesse et défense bien en place. Le ton est donné dès les premières minutes. Motivées et déterminées, les équipes entrent sur le terrain avec un objectif en tête, remporter ce tournoi. C'est un tournoi en fait fédéral. C'est à la fin de la saison, il y a un champion. Et c'est aussi pour ça que les enfants ils sont ici pour se battre, pour avoir le titre de champion catégorie U12. Un titre qui pousse chaque joueur à se surpasser. Même si la pression monte, surtout face à des adversaires redoutés comme l'équipe de Fa'a. Un peu stressé parce que c'est un peu nos rivaux, donc voilà, on essaie de gagner chaque fois. Et si Pirey s'en sort difficilement face à ses rivaux, les jeunes gardent le sourire et l'envie de progresser. L'esprit d'équipe reste au cœur de la motivation. Content, mais on a perdu 2 matchs quand même. Ouais. Mais on va essayer de rattraper au prochain match. Entre nous, ça va, on va essayer de renforcer un peu les liens. Au final, Pirey s'incline sur l'ensemble de ses rencontres. Fa'a remporte un match, Punoia 2, mais c'est Paea qui figure en tête de classement avec 3 victoires consécutives. Une performance saluée avec émotion par leur coach. Très fier, le cœur qui boum boum là. Et aujourd'hui, ils ont tout montré, ils ont tout donné d'eux. Et tout ce que j'ai à dire, bravo les jeunes, bravo à toutes les écoles de rugby, merci à vous. Pas de regret pour l'équipe de Fa'a qui se tourne déjà vers sa prochaine échéance, sur le sable cette fois. Le dernier tournoi, ça sera en juillet. On a vraiment hâte le beach rugby. Là, on va être vraiment au top, quoi. Beaucoup d'entraînement, on va travailler beaucoup le plaquage et le placement. Le rendez-vous est donc pris pour juillet. En attendant, retour en images sur les temps forts de ces matchs. Et ça nous donne du rythme. On continue avec du rugby. À 22 ans, Tavé Amaru, le pilier de Chalon en Fédéral B, est un élément incontournable pour son équipe. Oui, ce Polynésien se décrit comme un enfant du rugby amoureux de sa région, mais aussi très attaché à ses origines polynésiennes. Alors qui est-il? Valentin Lefebvre et Wallis Glaise l'ont rencontré. Sortez, déplacez! Un plaquage qui renverse, une capacité à casser les lignes. Les supporters de Chalon ont pris l'habitude cette saison de frissonner devant les démonstrations de puissance de Tavé Amaru. On peut dire que le Tahitien a été biberonné par le rugby dès son plus jeune âge, avec un père et un frère qui ont écumé les terrains d'Ovalie sous le maillot de Chalon. Difficile d'échapper au ballon ovale. Sa passion elle est venue du fait qu'il m'ait suivi dans ma carrière en tant que joueur à Chalon. Donc après, ça a été la relève pour assurer la passation au niveau du rugby. C'est comme ça qu'il a atterri dans le rugby à Chalon. Un papa fier du fiston pour la joie de vivre qu'il apporte au sein du collectif, mais pas seulement. Il faut dire que le pilier tahitien brille également par son explosivité et sa puissance. Et cette fois, c'est Tavé qui le dit. Ma puissance surtout, et un peu de la technique au niveau du jeu avec le ballon. Après défensivement c'est un peu mon point faible, mais ça c'est tous les mecs des îles. Mais sinon vraiment la puissance et puis essayer de faire avancer un maximum l'équipe. Casser des plaquages, casser les lignes défensives, marquer les mecs en face, c'est mon but un peu aussi. Un peu un poste compliqué, pilier aussi. L'athlète polynésien a passé toute sa vie dans l'Hexagone. Il se décrit comme un enfant de Chalon, mais reste aussi très attaché à ses origines polynésiennes. C'est pour son amour de la Polynésie que Tavé aimerait un jour apporter sa contribution au développement du rugby à Tahiti. C'est même un objectif que j'ai plus tard, essayer d'apporter tout le niveau que j'ai acquis ici en France et l'apporter à toute la jeunesse polynésienne, parce que je suis sûr qu'on a un très gros vivier de rugbyman qui pourrait facilement percer en France et malheureusement c'est pas assez développé encore chez nous. On dit souvent que le rêve peut donner la force d'avancer et de le réaliser. La tête sur les épaules, Tavé se donne les moyens de réussir. Son prochain rêve, porter le maillot de l'équipe de rugby de Tahiti. Place au rendez-vous sportif attendu cette semaine. On commence avec le 22e trophée de l'Amiral. Samedi 17 mai, une course de bas qui sera lancée à partir de 8h depuis la plage de Taoni.
Puis un peu plus tard dans l'après-midi, des épreuves d'athlétisme avec les interclubs sur la piste de Punaru. Enfin, on termine la journée avec le championnat de Polynésie de BMX sur le pump track de Feipi à Aroué. C'est la fin de ce journal, 19h10 bien dans Sanfari, 19h25 Beach Soccer, le MAG. Et puis vous avez rendez-vous avec Julia Roberts, Cameron Diaz et Rupert Everett à 19h35 pour votre soirée, le mariage de mon meilleur ami. L'information continue sur TNTV demain, Vaïtia Lenaota et Sophie Gebel. Belle soirée sur TNTV et belle semaine. Merci. The one, if a